pour moi, c'est comme si que c'était, une mission de vie, en fait. Mais vraiment le but, c'est comme si que dans cette vie, dans cette mission de vie, j'avais, pour mission d'aider les gens, en fait. C'est vraiment cette importance d'aider, de soulager les gens. Bienvenue dans Parlons Business Made in France. Je m'appelle Arnaud et je suis vidéaste et dans ce podcast, je partage des réflexions, des retours d'expérience et des échanges autour de l'entrepreneuriat, du business et surtout de l'humain. L'idée, comme toujours, c'est un échange simple basé sur le vécu et les expériences de chaque entrepreneur et entrepreneuse. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, dans Parlons Business Made in France, je reçois Julie, qui est socio-esthéticienne et socio-coiffeuse. Alors Julie accompagne les personnes à travers des soins esthétiques et capillaires avec une approche humaine en apportant du bien-être et du réconfort dans des moments parfois difficiles. On va parler ensemble de son parcours, de ce qui l'a amené à entreprendre et de comment elle développe son activité aujourd'hui. Salut Julie, content de te recevoir pour cet épisode aujourd'hui. Merci Arnaud, merci de me recevoir. Eh ben c'est cool. Moi, je suis trop content de pouvoir, te découvrir, du coup, aujourd'hui et de découvrir aussi un petit peu ton univers et ton parcours, donc c'est chouette. Avec plaisir. Alors dans un premier temps, est-ce que, tu peux déjà te présenter? Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle Julie, j'ai 36 ans, je suis sur le secteur donc de la Côte d'Opale, la trop jolie Côte d'Opale. Je suis socio-esthéticienne et socio-coiffeuse. J'ai parcouru donc, sur mon parcours professionnel, j'ai commencé dans la coiffure. J'hésitais, à mon plus jeune âge, entre la coiffure et l'esthétique. J'étais attirée par le monde de la beauté. J'ai donc commencé par la coiffure, fallait faire un choix. Donc, je me sentais, dans mon univers. Bon, j'ai démarché, plusieurs structures, fait mon expérience. Ensuite, j'ai repris mes études pour donc faire l'esthétique, ce qui était mon but, d'exercer ces 2 métiers. Quand, est arrivée dans ma vie une épreuve de vie, difficile où, en fait, c'est là a démarré mon histoire pour en venir à mon métier de la socio-esthétique. C'est-à-dire que je suis tombée malade où, j'ai attrapé le virus, du Guillain-Barré et en fait, j'étais paralysée donc du jour au lendemain. Une paralysie, hein, qui a duré quand même, des mois et avant ça, tu te retrouves dans l'incertitude, de ton avenir personnel, ton avenir professionnel, sachant qu'à l'époque, j'avais que 22 ans, hein, donc tu démarres seulement dans la vie en général et je savais pas ce qui allait se passer. On ne savait pas au début ce que j'avais et en fait, à travers cette, douloureuse expérience, est venu le côté, de l'oubli, de la solitude, de l'empathie, ça s'est développé, sachant qu'en fait, en cette période, d'hospitalisation, je redémarrais tout juste mes études dans l'esthétique. Donc je développais, dans le bien-être, dans l'écoute, dans le partage, dans le toucher et paf, je tombe malade et là, tu tombes malade et tu te sens oublié. Les moments où il y a les toilettes, l'intimité, ces moments qui sont difficiles et je dirais même humiliants, parce que c'est difficile, en fait, de laisser son corps, mais tu as pas le choix et en fait, voilà, donc c'est toutes ces épreuves qui ont été, dures, mais qui ont amené à mon parcours, qui m'ont dirigée petit à petit vers mon parcours. Mais à 22 ans, tu te cherches déjà en tant que femme, début de femme, on va dire et professionnelle aussi, ça commence à acquérir, à prendre son petit bout de chemin. Donc je me bats à travers cette maladie, je guéris, je parcours ce moment difficile de la rééducation, je réapprends à marcher, je réapprends à utiliser mes membres, supérieurs également. Bon, on réapprend tout, c'est vraiment une épreuve très difficile, mais j'ai la niaque et j'avance. Je réapprends à marcher au bout de 6 mois alors que je devais réapprendre à marcher au bout d'un an. Et je continue mes études. Je lâche pas ma formation. J'ai mon diplôme à la fin de l'année. Je suis contente de moi. C'était super dur. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal parce qu'il y avait tout le côté aussi de la fatigue, fatigue cérébrale, fatigue physique et ensuite, il faut suivre, en fait. J'avais déjà mon indépendance, donc il faut travailler, il faut continuer, il faut enchaîner. Donc je suis dans des instituts où je pratique mes 2 métiers et je me trouve dans mon élément en pratiquant ces 2 métiers, mais il manquait quelque chose, en fait, c'était pas tout à fait ça, le côté, commerce, acharnement, les horaires.
pousser à la vente, pousser aux chiffres. Il y avait quelque chose qui manquait et pourtant quand j'étais dans ma bulle avec des clientes, c'est révélateur. Avec des clientes et ben, je me sentais bien, en fait, quand il y avait des moments d'échange. Alors j'aimais pas du tout dans les salons, le côté, cancan, partage, commérage, ça non, mais plutôt le côté, vraiment, empathique qui était en moi, en fait, qui faisait partie de ma personnalité et donc voilà. Donc j'ai dû suivre les chemins de l'entreprise et ensuite, j'ai développé vers, le côté médico-social, en faisant, d'autres formations. D'accord, ben, tu nous as déjà partagé un beau parcours déjà et enfin, bravo déjà, félicitations à toi pour, avoir réussi à surmonter tout ça et bah, très balèze. Franchement là, je sais même pas quoi dire, mais Je t'ai scotché, oui, c'est ça, d'entrée je te comme l'avais pas ça, dit, hein. ah non, 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 ça c'est une vraie surprise, mais franchement, ouais, je, je te félicite et je te fais un grand bravo déjà d'avoir réussi à surmonter cette épreuve et d'avoir continué à avancer. Donc déjà, pour ça, c'est vraiment déjà une belle victoire, je trouve et voilà. Mais si jamais on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler un petit peu, par la suite. Et qu'est-ce que tu proposes, concrètement, à tes clientes aujourd'hui? Alors, l'entreprise, concrètement, elle propose donc un accompagnement pour les personnes qui, traversent, la maladie, qui sont dans la détresse, physique, mais aussi, psychique. Donc, quand il y a vraiment des épreuves de vie qui sont difficiles, quand les personnes ont tendance à s'oublier et qui n'ont plus de repères. Donc l'accompagnement va consister vraiment à apporter, des moments de relaxation par le massage, par, du partage, par des moments de douceur, donc divers massages qui vont vraiment être, personnalisés à la demande de la personne et aussi un objectif, thérapeutique ciblé pour vraiment, permettre une évolution et un objectif à acquérir, en fait, au final, pour, par exemple, l'estime de soi, la relaxation, l'aide au sommeil, enfin diverses choses. D'accord, bah, c'est l'accompagnement, ouais, c'est déjà quelque chose qui est hyper important parce que, ben, voilà, quand on est entre guillemets «malade» ou qu'on va pas très bien et voilà, de se faire un peu aussi chouchouter, prendre soin de soi, c'est super important parce que ce soit au niveau de son corps ou même, mental, ça fait toujours du bien, aussi. Puis je pense qu'ils doivent passer aussi des super moments aussi et d'échanges aussi, je Oui, pense avec toi, de parler, de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir, se confier aussi un petit peu. tout Tu à dois fait. faire un petit peu office de confidente aussi, je pense? Oui, ça arrive très, très souvent, justement, oui. C'est de la confidence, mais c'est des moments justement, très intimes où, au début, hein, j'ai toujours cette délicatesse de leur dire, c'est un moment d'évasion pour eux, c'est vraiment une parenthèse où, les échanges sont très purs, très riches. Elles souhaitent, oublier la maladie, oublier ces moments difficiles. Donc vraiment le but, c'est de les transporter et de leur partager un moment, le mieux possible et suite à justement cette confiance qui s'installe, comme je leur dis toujours: «Je m'adapte à vous si vous il y a des moments que vous souhaitez, évoquer, parler, je suis là, mais je m'adapte». La personne qui ne souhaite pas parler et la plupart du temps, bon, bah, voilà, la confiance s'installe, pardon et il y a des moments, très riches dans les échanges. Des échanges des fois, que personne n'a pu évoquer, en sujet en fait, mais ça leur fait du bien. C'est vraiment une parenthèse, dans les moments de la maladie. C'est ça, ouais, je pense que c'est ça justement, bah, qui fait aussi du bien. C'est, déjà, ben, pouvoir, prendre soin de son corps et de pouvoir aussi parler, de se confier. Si voilà, on n'a pas forcément envie de parler de certains sujets ou de sa vie, perso ou Tout voilà, à fait, ou à on peut son pas. entourage Tout à et fait, on peut pas, on veut pas. Il y a aussi cette carapace où, bah, je dois être fort pour mon entourage. Je dois être fort, je dois pas montrer que ça va pas et c'est vrai qu'avoir une personne extérieure qui vient, qui connaît aussi, cette difficulté, donc c'est un moment vraiment qui peut les aider et décharger. ouais, puis je pense que c'est un moment qui leur fait, vraiment du bien, outre encore au-delà
des soins, en fait, que tu peux leur apporter parce que, comme tu dis, la confiance, peut s'installer et forcément après, je pense que ces personnes aussi, ont, cette envie, en fait, sont super contentes, en fait, de revenir, «Ah, c'est quand la prochaine séance?» Tout à fait, c'est Et en fait, tout exactement ça ça. parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir se confier à toi et passer un super bon moment, et pouvoir se détendre et se relâcher aussi un petit peu, par rapport à ça, quoi. Donc Ouais, il y a je beaucoup de pense que c'est moments, super, de super détente. important. Ça devient un moment qui en fait, je pense au niveau de, comment elles le perçoivent, je pense, à la première séance et quelques séances après, je pense que tu dois le voir par C'est rapport à leur totalement différent. comportement, ouais, que justement, c'est genre elles attendent, justement la prochaine séance, très rapidement parce qu'elles se sentent bien, la confiance s'est installée et du coup, elles se déchargent aussi un peu, Elle se décharge et si tu veux, il y a beaucoup aussi de questionnements aussi dans la maladie. C'est pour ça aussi que j'ai eu vraiment cette, ambition d'accompagnement, précis, pour ces personnes parce que je trouve qu'on est en 2026 et il y a pas encore assez d'accompagnement. La maladie nous tombe dessus, tout s'enchaîne, les rendez-vous, les diagnostics, les doutes, les peurs et on nous dit: «Tac, tac, tac, ça va se passer comme ça, tel jour vous aurez ci, tel jour vous aurez ça et il faudra prendre ci et les ordonnances et machin, les médicaments». Et en fait, l'humain, en fait, et la personne, et ben, débrouille-toi avec ça et en fait, non, je me dis: «C'est pas possible, en fait, il s'est passé plein de choses». Il y a eu les covid, il y a eu et cetera. On parle de la solidarité de l'humain, mais en fait, je trouve que c'est devenu secondaire alors que c'est l'essentiel. Parce que le moral, il fait partie de la guérison et si on n'accompagne pas, ben, ça chute, en fait. Évidemment qu'ils ont besoin de leur moral, qu'ils ont besoin d'être mis dans une bulle et c'est dans ces moments-là où on doit les accompagner sur le côté, professionnel, donc moi, vient par mon métier le côté dermato, en fait. Je suis pas dermato, hein, du tout, hein, mais les premiers conseils sur, qu'est-ce que vous avez utilisé comme produit durant la maladie, je parle comme, par exemple, pour le service d'oncologie, pendant les traitements de chimio, radiothérapie, il peut avoir des brûlures, des dessèchements de la peau, des démangeaisons. C'est hyper désagréable. C'est encore un effet secondaire qu'on pourrait bien se passer, mais si on avait les bons produits, les bons conseils, il y en aurait peu ou pas. Et en fait, ça, la plupart du temps, elles ont pas et je me dis: «C'est pas possible, en fait» et aussi avoir cet accompagnement sur, ben, quoi utiliser, le côté diététique, c'est pas mon métier, mais c'est tout un ensemble, en fait, où on pourrait bien les conseiller pour, garder, leur bien-être et aussi l'estime de soi. On parle de préserver, redonner l'estime de soi, mais avant justement, perdre son estime de soi, c'est là que je veux intervenir en début de maladie également, pour les aider à préserver, en fait. Je vais parler pour la femme, pour il y a les hommes aussi, mais c'est essentiellement pour la femme, où est dédié mon accompagnement, de préserver, leur féminité, leur intimité et leur regard, en fait, à travers elles, sur le ressenti comme sur le regard qu'elles vont exposer aux personnes de l'extérieur. Parce que c'est toujours dérangeant, en fait, si tu veux, de montrer, malheureusement, malgré la maladie, elles doivent continuer à aller chercher leurs baguettes, peut-être aller chercher leurs enfants à l'école et elles sont confrontées, en fait, aux personnes extérieures qu'elles vont voir, leur famille et c'est difficile, en fait, parce que c'est pas, comment dire? Hem, c'est pas en fait dans même si on parle plus librement de la maladie, c'est un sujet moins tabou, mais c'est encore très tabou et en fait, la maladie, ça fait peur et on doit se taire souvent et donc ça, bon, bah, malheureusement, ça leur appartient. On peut pas être tous ouverts sur le sujet. Moi, parle plus librement, comme je disais juste avant, parce que j'ai été confrontée aussi à des épreuves de vie et en partageant avec toutes ces personnes. Mais en fait, ben, pour ces personnes qui traversent cette difficulté où ils peuvent avoir des aidants, des proches qui sont magnifiques et qui sont aimants, mais qui vont pas toujours avoir les mots pour les accompagner et c'est à ce moment-là aussi que je vais intervenir pour y apporter un peu plus de douceur. Et les aider en fait face à la ça reste des blessures en fait même pour eux aussi dans cet accompagnement. Ouais, c'est ça et je suis totalement d'accord, avec toi sur, autant, c'est plus, on va dire milieu hospitalier, comme tu dis quand il y a des traitements, des choses derrière à mettre en place, c'est plus le programme, c'est comment ça va se passer. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur, justement, y on n'accompagne pas jusqu'au bout en fait, en fin de compte et comme tu dis, il y a tellement de choses en fait à prendre en compte que ce que la personne va «subir» entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là, Non, mais mais c'est le malheureusement mot un peu qui me vient, un petit peu ta description un petit peu de ce moment-là et voilà de ce qui arrive après. Mais, c'est vrai que du coup, avoir quelqu'un aussi qui peut conseiller, comme tu disais sur autant, rien des petits soucis comme tu dis dermato, de la peau, des petites choses que le traitement peut provoquer derrière, mais aussi, l'accompagnement, comme tu disais, plus, un soutien moral aussi par rapport à eux. Comme tu disais, la famille, on sait, c'est déjà enfin, on est déjà touché
par, un proche qui est malade et comme tu disais, bah, en fait, on n'a pas forcément toujours les bons mots. On a envie de dire les choses, mais on n'a pas On sait envie pas, de mal le dire, de bien froisser sûr. aussi, voilà, la personne et c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir s'exprimer. On a envie d'apporter notre soutien, mais on veut pas le faire mal, quoi et c'est vrai qu'on a un peu peur, de dire quelque chose qui blesse ou autre parce que, on n'a pas forcément, pu dire les bonnes choses et là, justement, de toi, de ton côté, d'avoir vraiment qu'ils ont vraiment un pilier, un soutien, du coup, de ton côté, sans jugement et ultra naturel, je pense aussi avec eux et ça, c'est super important et sur la question suivante, qu'est-ce qui te plaît, particulièrement dans ton métier? Hem, cette gratitude, cet, acte de bienveillance qu'on apporte. Vraiment, le toucher, le massage, oui, ça me parle, mon milieu, je l'aime, je suis passionnée par mon métier. Mais, depuis que donc maintenant ça fait 7 ans, hein, que je travaille vraiment en tant que socio-esthéticienne et socio-coiffeuse. Depuis que je suis vraiment dans le milieu, c'est une richesse énorme parce qu'on rend un service, indescriptible. J'ai des expériences, de personnes, par exemple, tu vois, qui étaient, une dame qui était tétraplégique. Elle ne pouvait même pas parler, il y avait que ses yeux. Je suis arrivée dans cette chambre, elle était vraiment triste. Je lui ai refait, une coiffure, une coloration, une épilation et bon allez, pour le fun, je lui ai dit c'était pas prévu, hein, parce que pour elle, je pense qu'elle m'appelait uniquement pour faire plaisir à ses proches parce que en gros, il faut que je m'entretienne malgré que je suis prisonnière de ce corps et je pense que voilà, cette intonation que je donne, c'était ce qu'elle reflétait et je lui ai dit: «Ben, si vous voulez bien, je montrerai le final, hein, quand ce sera terminé». Puis je lui ai fait une petite mise en beauté, maquillée très, très peu, mais vraiment pour la valoriser. Elle ne parlait pas, mais je t'assure, dans son regard souriait et ça, c'était je pense que j'ai commencé à 7 ans, ça devait être il y a 6 ans et demi. Et j'ai ce souvenir de cette première riche expérience et je me suis dit: «Ben, c'est mon meilleur salaire, en fait». C'est une gratitude énorme et j'ai compris ce que je lui ai apporté parce qu'elle s'est revue comme elle était il y a des années, en fait, malgré qu'elle était prisonnière de son corps. Bah, c'est ça et oui, c'est un super bel exemple que tu viens de nous donner et d'où là, justement, bah, l'importance et aussi de pouvoir redonner confiance aux gens aussi, comme tu me disais, que ce soit confiance en soi, l'estime de soi, de plus avoir peur de se montrer ou de parler S'assumer aussi. durant Mmh, ce moment aussi, hein. C'est c'est aider à ça. s'accepter. Il y a beaucoup de situations aussi où le corps change et on s'accepte plus, où on doit et en fait, c'est aider ces personnes à s'accepter de nouveau telles qu'on l'est devenu, s'il y a des changements. Ouais, c'est ça et donc là, on a déjà eu un premier exemple et est-ce que tu as d'autres exemples, sur, le changement, par exemple physique ou mental, quand justement, bah, tes clientes recommencent à prendre soin d'elles? Oui, hem, elle s'appelait Isabelle. Isabelle, quand elle est arrivée suite à une amputation, elle est arrivée et donc j'étais dans sa chambre. C'était très difficile d'accepter cette situation. Elle pleurait, elle avait plus le goût de rien et vraiment j'y suis allée en disant: «Ben, essayez, vous verrez» et c'était: «Non, non, non». Puis je dis: «Bon, ben, quand vous souhaitez». Elle m'a revue plusieurs fois. On s'est croisés, elle a fini par accepter donc je lui ai apporté un premier temps un moment de massage. Dans mon massage, je pense on évoquera un petit peu plus ce sujet, après, pour que je t'explique un petit peu la consistance de mes massages personnalisés. C'était vraiment lui apporter un moment de douceur et: «Allez, on souffle. Prenez Je vais prendre soin de vous, je vais vous apporter un peu de douceur. Ce qui vous est arrivé, c'est brutal, c'est dur et on souffle». Et petit à petit, on a réitéré, en fait, les soins et après, ben, on est passé par des soins des ongles et par sa coloration et par sa coupe de cheveux et elle me demandait tous les 15 jours. Et maintenant, je crois que cette dame, elle a un dynamisme de folie, une amputation sévère et en fait, ben, elle accessoirise, elle met des jupes, elle met ceci et donc voilà, c'est une expérience, assez récente de cette personne que j'ai rencontrée, et ce qui est riche, c'est qu'elle me dit: «Le jour où tu m'as fait justement, cette coloration, par exemple, et ce soin, j'ai revu ma peau qui était belle. Je me suis vue dans cet ascenseur, l'ascenseur où il y a souvent une glace et je me suis dit: "Ben, merci Julie" parce que je revois, comme j'étais avant, en fait. Je me revois comme j'étais avant. Ouais, mais ça, c'est un exemple, enfin, c'est juste incroyable, c'est tu changé sa vie. Et c'est vrai Ouais, que, tu vois, avant,
J'imaginais pas moi-même à quel point. Parce que je sais qu'elles ont le sourire, mais quand à leur retour comme ça en disant: «Ah, mais vous avez changé ma vie», et tu te dis: «Bon, ah bon, vraiment?» Mais en fait non, c'est énorme en fait. Moi, je repense à mon expérience quand j'étais hospitalisée, rien que du soin en fait, parce que quand tu es allaitée, tu peux pas avoir un shampoing, ta toilette, déjà comme je disais tout à l'heure, c'est humiliant, c'est difficile, mais on se sent pas vraiment propre, on n'a pas l'impression, donc rien d'avoir un shampoing et d'être coiffée, tu te dis: «Bon ben, c'est moi». Ouais, c'est ça, c'est quelque chose pour nous qui nous paraît, banal ou anodin, ouais, comme tu dis et derrière, bah, en fait, ça peut apporter tellement de bonheur, rien que ça, alors que pour nous, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours, on Bien s'en rend sûr. pas compte et on s'en fout, mais complètement. C'est quelque chose de banal dans notre quotidien. Par contre, ben, ces petits gestes au quotidien que nous, on fait et on s'en rend pas compte, ça peut, être quelque chose d'énorme pour, justement, ces personnes et c'est ça que je trouve génial dans un petit peu les exemples justement de parcours un petit peu de ce que tu m'expliques un petit peu, je trouve ça vraiment, génial. Très bien. Il y avait un monsieur aussi, tu vois, je pense à ça en te regardant pour pas citer que des exemples féminins. Un monsieur qui sortait de coma à son réveil, hein, réveil toujours difficile, hein, 3 mois de coma, mais il avait les cheveux très longs. C'était un monsieur qui était très distingué, monsieur qui devait avoir à peu près, 70 ans. Et ben, je cherche son prénom, ça me reviendra. Bon. Et je lui ai fait cette coupe aussi. Et ben, il s'est revu, pareil, il était vraiment aussi, dans la colère. «Je comprends pas, qu'est-ce qui vient de m'arriver?» Une chute dans l'escalier, banale. C'était un monsieur qui avait été d'ailleurs aidant pendant très longtemps auprès de sa maman. Épuisé comme pas possible et lui-même a chuté et il est allé dans le coma. Il se réveille, paralysie. Et ben, voilà, un monsieur aussi en fait, une simple coupe de cheveux, un moment d'écoute, un moment de douceur pris avec délicatesse. C'est pas comme un moment où on va aller juste pousser la porte de chez le coiffeur et il y a du monde et on échange, c'est à la chaîne. Là, c'est vraiment un moment dédié pour la personne, où je vais vraiment m'adapter et capter ses intentions et essayer de parler des sujets qui vont le faire parler un petit peu. Je sais que moi, c'était sa petite fille et petit à petit, bah, il m'a évoqué des choses, son parcours de vie, son parcours professionnel. Bon, là, ça a été au bout de plusieurs séances. Mais pareil, je me souviens de son sourire avec sa grande moustache, en mémoire. Mais c'est ouais, c'est génial parce que là, on parlait, même avant de démarrer l'épisode, on parlait beaucoup d'humain et ben, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve, là directement, dans des exemples concrets que tu as pu justement, accompagner des personnes et ben, ce monsieur, tu t'es intéressé, aussi à lui, à sa vie, à essayer de lui faire passer aussi un bon moment, et outre voilà, de lui faire juste une coupe de cheveux. Enfin, derrière, tu as vraiment, beaucoup plus, à que tu apportes beaucoup plus, en fait, derrière. C'est justement, comme tu dis, il a fallu plusieurs séances, mais justement, même plusieurs séances où tu as pas simplement à chaque fois, refait, une simple coupe de cheveux, comme tu Non, dis, tout à comme nous, fait. on va chez le coiffeur. Là, c'est vraiment quelque chose où, tu essayes de gagner la confiance aussi de la personne, de le faire penser à autre chose. Il avait plus le goût de la vie ce monsieur et à la fin, je l'emmenais même sur des moments, massage, doux. Et donc je me souviens de son prénom, c'était Philippe, 72 ans. Malheureusement, sa maman, en plus, est décédée pendant sa période de coma, donc difficile, hein, difficile d'accepter, il a été aidant de sa maman pour qu'en plus sa maman décède lors de son accident, de son coma. Et donc à son réveil, acceptation de son nouvelle image, culpabilité que sa maman est partie pendant que lui était, dans le coma. Donc colère: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Tu te dis: «Oh, qu'est-ce que tu vas lui apporter toi avec tes petites mains après tout ce qu'il a vécu?» Franchement, tu dis: «Bon, allez, je me donne à 100 pour cent». Et en fait, quand je suis avec le patient, dès que je développe le toucher, l'écoute, je suis dans ma bulle et j'essaie de donner mon maximum pour dire: «Allez, on s'envole un petit peu». Et pareil, au bout de quelques séances, je sais plus si c'était le premier ou deuxième séance de massage, il m'a dit il a murmuré quelque chose et il parlait tellement plus, c'était tellement isolé que sa voix était en extinction de voix. Et donc c'était difficile, je faisais répéter, donc je comprenais pas. Il me dit: «C'est le seul moment». Puis je dis: «Ben, comment ça, je comprenais pas?» Il dit: «C'est le seul moment où je ne pense à rien d'autre». Et bah, pareil, il m'a refait ma journée, en fait, même plus que ça, parce que j'en avais les larmes aux yeux, parce que tu dis un monsieur de 62 ans qui n'avait pas du tout cette approche sur le massage, l'esthétique, le bien-être. Il était en plus, cadre dans le service de la BAC et ben, il attendait que ça, que j'arrive chaque lundi pour lui faire sa petite séance, de moment de bien-être, en fait. C'est un petit moment d'évasion. Non,
C'est ça, ouais, pour quelque chose pour nous, comme tu disais, au départ, non, je vois pas ce que je peux lui apporter, c'est pas ça qui va lui changer sa vie ou la faire percevoir autrement ou lui faire un peu, faire revenir le sourire et la joie de vivre, avoir envie de vivre tout simplement et de là, de par ton exemple, la personne finalement maintenant, c'est le moment que ce monsieur attend quoi. Tout à fait. C'est ça je trouve Et c'est dans qui ces est génial. moments où justement, plusieurs thérapeutes interviennent, hein, il y a pas que moi. Mais c'est cette approche qui vont aider ces personnes à accepter, ce changement de vie et oui, c'est vrai, la vie, elle est dure. C'est encore une dure épreuve que ce monsieur va vivre, mais la vie, elle a pas décidé de s'arrêter maintenant et la vie doit continuer. Donc même s'il avait, je me souviens, sa petite fille, un petit bout de peut-être un an et demi, ben, vous allez encore la voir grandir, vous allez encore la voir évoluer. Bah, voilà, c'est des échanges en tant que professionnel et que j'apporte dans ma personnalité auprès de mes patients pour les stimuler, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, je comprends très bien et c'est, justement, ça va bien au-delà que, simplement des soins, en fait et c'est ça qui est vachement important et est-ce que, là, du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant, ton activité actuelle? Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, bon, j'ai déménagé un petit peu, j'ai voulu faire mon expérience dans le sud, j'ai travaillé dans divers salons dans le sud, je suis repartie, je suis revenue. Je suis revenue à mes sources, hein, la Côte d'Opale, la famille. J'ai travaillé dans une pharmacie et en fait, la pharmacie a été une révélation car j'étais en parapharmacie, pour donc conseil, tout ce qui est produits de beauté, accompagnement et dans cette pharmacie, il y avait, le poste pour, le conseil en prothèse capillaire médicale. J'étais coiffeuse, ça me correspondait. «Allez, tu vas-y, c'est pour toi. Dans 2 jours», c'était très rapide, hein, «Tu as un rendez-vous» et là, j'étais en flip total et je me suis dit encore une fois, hein, malgré que je suis passionnée, j'aime mon métier, je me suis dit: «Est-ce que je vais être à la hauteur?» Tu sais, c'est toujours ce «est-ce que?» parce que tu doutes toujours un petit peu quand même au fond de toi et donc j'ai ce rendez-vous et en fait, c'est une révélation. C'est une révélation, parce que justement, c'est intime, c'est profond. Tu donnes du conseil et l'heure se stoppe parce que vraiment, tu sens que cette personne, elle a besoin de tous tes conseils, toutes tes recommandations et tu essaies d'en donner un max, un max, un max et c'est de là, en fait, que tout a commencé parce que je me suis dit: «Ben, l'accompagnement, il doit aller bien au-delà que l'achat ou le choix d'une perruque, d'une prothèse capillaire». Parce qu'il y a tout cet accompagnement de la globalité, en fait, du patient. Donc je me suis lancée. J'ai lancé ma micro-entreprise il y a 7 ans. Est parvenu également, le covid, les difficultés parce que, ben, métier non essentiel, le démarrage, ça a été un petit peu difficile. J'ai maintenu quand même l'entreprise. J'ai travaillé dans diverses, structures, structures handicap, EHPAD, où là, en fait, j'allais intervenir pour des soins, individuels ou des ateliers collectifs. Les ateliers collectifs, c'est super intéressant également parce que ça va te permettre de créer un sujet et créer du lien social pour les personnes qui sont un peu dans l'isolement et puis aussi dans l'ambiance, voilà, c'est autre chose. Mais dans les ateliers collectifs, on va créer, par exemple, une confection d'une crème, parler aussi j'interviens également dans des structures de personnes en détresse, détresse sociale, défavorisées. Donc on peut aussi élaborer on va me faire la demande, hein, pour, les sujets d'hygiène. Donc il va falloir inclure des sujets d'hygiène, mais dans le soin, avec délicatesse, hein, pas leur dire: «Ben non, il faut se laver, hein». Non, non, c'est pas juste, il faut se laver. C'est question, voilà, comment, ça te fait rire? Allez hop, à la douche, dépêche-toi, allez. C'est ça. C'est, apporter un rituel quotidien parce que pareil, peut-être qu'il y a eu de l'oubli, peut-être qu'il y a eu plus de finances, mais voilà, c'est dire, ben, avec les moindres finances, on peut, avec des ateliers collectifs, je vais leur apprendre à faire un petit gommage à base de sucre, à base d'huile essentielle, avec un yaourt nature, leur dire: «Bon, ben, voilà», il y a toujours le coût financier en disant, «Bah, les produits cosmétiques, ça coûte cher». Oui, mais il y a pas que les produits cosmétiques, avec des produits que vous avez dans votre cuisine, vous pouvez aussi entretenir votre peau. Donc voilà, c'est des choses qu'on établit aussi, dans des structures et puis ça les amuse en plus, ça permet de faire des découvertes. Donc voilà, l'entreprise s'est développée ainsi. J'étais de plus en plus, sollicitée pour des accompagnements, je pense notamment en oncologie. Les effets secondaires peuvent être
très, très fort, donc c'est quand même très important. C'est pour ça que j'ai décidé de me former en psycho-socio-esthétique. Donc là, la formation a duré un peu plus d'1 an et ce qui est vraiment, vraiment essentiel et c'est là où tu te démarques de l'esthéticienne. L'esthéticienne va apporter des soins, des massages, il y a pas que du paraître. Chacune apporte, sa touche, son approche, mais en psycho-socio-esthétique, on a vraiment, divers sujets pour approfondir sur notre prise en charge. Milieu d'handicap, la maternité, les troubles de l'alimentation. Il y a l'oncologie essentiellement aussi, les enfants, les ados. Bah, il y a vraiment tous ces sujets qu'on élabore et qu'on, met en place pendant notre formation. Donc là, un diplôme à passer à la fin et ensuite, ben, j'ai voulu gagner un petit peu aussi sur le terrain, faire des connaissances. Suis repartie dans une période de salariat où là, j'ai travaillé dans un centre de rééducation où il y avait un programme, dédié à l'accompagnement, encore une fois, ça revenait, sur l'oncologie pour, aider ces femmes, qui ont fini leur traitement et qui sont dans une phase de rééducation pour se réapproprier son corps après les douleurs physiques. Et là, j'intervenais en tant que socio-esthéticienne et encore une fois, après leur traitement et ben, tous les retours, vraiment toutes, c'est: ben, tout a été très vite, je suis détruite, je suis pulvérisée, je suis plus femme et c'était des mots forts et je me suis dit: «Ben, non, en fait, c'est pas possible». Donc l'entreprise, je l'avais mis un petit peu, au minimum parce que j'avais besoin de repartir sur une période de salariat parce que je me sentais isolée. Parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur, on est isolé, on se sent seul, c'est pas évident. Même si on essaye de mettre des choses en place maintenant, mais c'est pas évident et en tant que socio-esthéticienne, encore plus parce que ce métier n'est pas encore très reconnu, il y en a peu et donc ben, consoeurs, confrères, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que la période de salariat, j'en avais besoin pour, renouer, pour exister, pour, revoir sur le terrain et au final, bah, évidemment, il y avait encore un effet d'équipe, mais parmi cet effet d'équipe dans un hôpital, j'étais quand même seule, il y avait que moi. Donc il a fallu encore faire ses preuves et expliquer que je suis pas esthéticienne, parce que dans psycho-socio-esthéticienne, tu entends esthéticienne et en gros, c'est: «Ah ben, elle va venir poser du vernis, il y a une dame, elle aime bien». Mais bien sûr que non, en fait, je suis pas là pour faire de l'occupationnel, je suis là pour vraiment faire quelque chose de concret, en fait. Il y a vraiment un but précis et puis au final, ben, ils ont compris, en fait, sur le terrain et suite donc à ces échanges, j'ai dit: «Ben, non, l'accompagnement, il y est toujours pas, ça bouge pas, ça évolue pas». On parle beaucoup plus de la santé mentale des patients, on parle beaucoup plus des accompagnements, mais il y a vraiment des choses qui passent à côté. Notamment des personnes encore en 2026, on me dit: «Ben, j'ai acheté, une perruque, une prothèse, capillaire et au final, ben, elle m'allait pas, elle me grattait, je l'ai laissée dans le placard, donc du coup, j'ai dû mettre un bonnet pour me cacher». Ben, je me suis dit: «Non, en fait, c'est pas possible». Donc j'ai dit: «Ben, je vais me former». Je suis socio-coiffeuse, mais je vais me former, je vais passer mon agrément pour les prothèses capillaires et moi, je vais les conseiller, en fait, ces prothèses, pour que justement, elles soient bien adaptées à leur cuir chevelu, leur expliquer: «Est-ce que vous savez qu'il y a un bonnet qui est possible de mettre en dessous de votre prothèse pour pas que ça vous gratte ou pour pas que ce soit trop chaud ou trop froid pour réguler aussi du temps?» Bah non, on sait pas. Mais je me dis: «C'est pas possible qu'ils savent pas». Donc je me suis dit: «Ben, si personne ne le fait, moi j'y vais, je le fais». Donc c'est pour ça que je me suis reformée, récemment, pour passer mon agrément pour conseiller les prothèses capillaires. Donc du coup, ce sera, également possible à domicile parce que je trouve que c'est un moment intime où les personnes n'ont pas spécialement envie d'être à l'extérieur. Donc je m'adapterai. Soit ce sera au cabinet, soit ce sera à domicile, où là, il y aura également, une possibilité justement d'une coupe de cheveux pour préparer psychologiquement à cette perte de cheveux à venir. Et puis ensuite, passer à la coupe de cheveux totale, le conseil sur la prothèse, après l'entretien de la prothèse et ensuite on revient aux choses un peu plus positives. Quand le cheveu repousse, ben, réadapter. Il y a des protocoles de soins pour que le cheveu repousse, il y aura du massage crânien. Là, il y a un investissement sur le heat spa, tu connais? Non, du tout. Alors le heat spa, c'est un bac. C'est une technique qui vient des pays, asiatiques où en fait, c'est vraiment un moment, de douceur où on va faire donc un shampoing, mais avec le massage. Il y a un petit arceau qui passe au-dessus du cuir chevelu où ça fait comme un effet un petit peu de ruisseau d'eau, donc ça apporte détente et en fait, le but, c'est vraiment de faire un moment,
shampoing, détente, massage. On peut venir par la nuque, les épaules. Ben, vraiment, c'est vraiment pour dire d'envelopper. Donc là, c'est mon petit plaisir en tant que professionnelle d'avoir un petit joujou, un gros joujou quand même, hein, pour amener cet accessoire à domicile ou au cabinet pour que les personnes puissent avoir un vraiment moment de douceur. Et donc là, il y aura un protocole pour la chute de cheveux et pour la repousse et un protocole classique de massage crânien et développement. D'accord, ben, tu nous as déjà bien poussé, bah, je vais pas dire ça, moi pour ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un qui parle vraiment, mais vraiment beaucoup aussi donc je ne t'ai pas interrompu, mais je suis exactement un peu pareil donc je vais pas te lancer le bâton comme on dit, hein. Je suis très mal placé pour ça. Mais non, mais c'est chouette au niveau de ton parcours et bah, je reviens sur un petit point, je t'en avais parlé justement tout à l'heure, justement, ben, surtout sur, bah, se sentir, seul, dans l'entrepreneuriat. Ce que je dis, ça, on le rencontre, n'importe qui et on le rencontre, ben, trop régulièrement même. Du coup, c'est important aussi de pouvoir, des fois, ben, échanger ou justement, ben, de trouver des petits clubs, de réseautage ou autre pour que justement on puisse échanger, parler un petit peu, ben, de sa vie ou quand on n'a pas trop le moral ou voilà des petites choses, Petite baisse de dynamisme, des choses comme ça, ouais, tout à ouais, fait, c'est hein. ça et justement, bah, de pas, s'empêcher en fait de parler, aussi justement, bah, de ce qui nous arrive parce que, ben, la personne à laquelle on va parler, ça lui a peut-être déjà aussi arrivé et voilà, ça va être quelqu'un qui va être ouvert à nous parler, à dire: «Bah, écoute, non, c'est qu'un petit passage, ça va aller», à nous rassurer, à nous dire: «Ben, tiens, ben, est-ce que tu as fait ça?» donner des Oui, idées, voilà. des directions et puis, bah, comme avec tes patientes, ça fait du bien de parler aussi, derrière, c'est surtout ça. Mais ouais, j'ai bien apprécié, du coup, ton parcours, juste avant et où tu as recherché un petit peu aussi à retrouver, ce que tu avais dit, bah, un petit peu retrouver tes valeurs aussi, les choses que tu avais envie, et que tu avais un petit peu perdues et que tu voulais retrouver Oui, aussi. mais c'est ça, Donc c'est ça tu qui était, que j'ai trouvé ça naturellement, tu vachement. t'oublies et tu t'isoles donc Ouais, j'ai trouvé retrouve, ça vachement chouette et est-ce que tu peux, on va dire, bon, c'est grosso modo, hein, je sais que ça doit être quand même assez varié, mais nous parler un petit peu, par exemple, on va dire, de ton quotidien, on va dire, de ta journée type, on va dire, entre guillemets. Ça doit bouger quand même pas mal, il y a beaucoup de choses, mais bon, après, on va dire grosso modo, quoi. Si, alors, grosso modo, je suis maman de 2 enfants. Déjà, ça donne une idée, ça bouge. déjà une belle activité. Alors, le réveil sonne, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as pas oublié tes affaires? Et ceci et cela. Toi, gérer aussi, ton emploi du temps, savoir où est-ce que tu es, quel matos tu dois prendre et ben, déplacement, est-ce que tu es au cabinet? Est-ce que tu es à domicile? Tu arrives, déjà, bon, bah, entre 2, il faut décharger les enfants. Livraison d'enfants à l'école, c'est parti. La journée commence et après et après, ben, tout s'enchaîne en fait, les rendez-vous, les prises en charge, quel matériel il faut mettre en place, harmoniser ta pièce, ton moment, si c'est à domicile, ben, prendre connaissance du lieu, de la personne, échanger, mettre à l'aise la personne et partager ton soin, échanger aussi sur l'après-soin, conseiller, ce qu'ils ont besoin, conseiller ce qui serait utile pour eux, proposer, à quelle fréquence on peut se voir, leur laisser la possibilité de réfléchir et de nous recontacter et après bon voilà, toute la journée s'enchaîne. Des fois le midi, ben, tu pas trop le temps de prendre une pause mais c'est pas grave, tu parce qu'après tu as ta vie de famille et tu dis t'as pas trop envie de rentrer trop tard non plus parce qu'il faut enchaîner. Et donc voilà, donc après, bon, bah, voilà, toutes les rendez-vous s'enchaînent. Il y a des moments aussi où tu dois te créer des petits créneaux, pour tout ce qui est, création de posts sur les réseaux, tout le côté aussi administratif qu'on adore. Je te rejoins sur ce point. On adore. On a toujours peur d'oublier quelque chose, faut se faire des petits rappels un peu partout parce que, ben, voilà, hein, on a le surmenage aussi et puis des fois on passe à côté de certaines choses. La petite to-do list. Ouais, voilà, la to-do list, on l'adore. Des fois, elle est multiple, notre to-do list. Il y a trop de points dans la to-do des fois. C'est vrai, hein? C'est vrai et donc voilà, puis, ben, après s'enchaîner, programmer aussi s'il y a des rendez-vous, multiples, s'il y a des ateliers collectifs, voir s'il y a des choses à préparer parce que pareil, un atelier collectif ou un atelier individuel, on va préparer. S'il y a des choses vraiment à voir, il peut y avoir, par exemple, une reconstruction d'un sourcil. Il faut que je fasse un schéma, faut que je leur explique. Je vais peut-être leur montrer comment reconstruire un sourcil en le maquillant, mais le but, c'est qu'elles arrivent à le faire chez elles.
Donc ça se prépare et donc voilà, donc tout ce moment, qui est fort important et ensuite, bon, bah, voilà, tu as le côté, privé qui revient, récupérer les enfants, revoir les devoirs, préparer et puis, ben, si tu arrives à le placer et il le faut en tant que thérapeute, des moments pour toi où, va à la piscine décharger, va faire un petit peu de marche ou essaye de trouver une petite séance de sport qui te ferait du bien que je n'ai toujours pas mis en place, mais c'est un objectif, vois-tu? Mais c'est très, très important en tant que thérapeute parce que, bah, voilà, on absorbe beaucoup aussi la détresse des gens. On apporte, hein, c'est un échange et les gens nous apportent énormément également, mais c'est vrai qu'on est impacté et c'est vrai que quand tu rentres chez toi, il faut faire la part des choses, il faut te couper parce que la vie est essentielle. Je suis quelqu'un qui va vraiment, humainement, avoir vraiment des moments riches, mais c'est important que quand tu rentres, tu mettes de côté et que tu te consacres aussi à ta vie. J'ai vraiment ce côté à être très investie avec mes patients, mais la vie est très importante, tout peut arriver, donc quand tu rentres aussi chez toi, ben, il faut faire le vide et il faut s'occuper de soi. Donc c'est vrai que j'insiste là-dessus en tant que thérapeute de s'accorder des moments, qui nous font du bien et à chacun, son plaisir, hein. Ça peut être la cuisine, ça peut être des soins, ça peut être, de la balade, de l'évasion, du voyage. Ah oui, du voyage. Ah ça oui, ça c'est bien ça. Mais oui, je te rejoins sur ce point. C'est, bah, déjà toi, on va dire, tu emmagasines, on va dire, ben, tout ce que tu reçois de tes patients, de tes patientes, et derrière, ben, forcément, toi, tu les gardes pour toi, mais quand tu reviens à la maison, il faut que tu arrives aussi à décharger Tout à tout fait. ça parce que tu peux pas le conserver indéfiniment Non, non, non. et comme on dit, ben, voilà, tu as l'envie d'aider les gens, mais on le dit toujours, on peut pas absorber tout On le peut pas malheur du prendre le monde. malheur de tout le monde, Bah, ouais. c'est ça et comme tu dis, bah, en plus que, ben, tu as une vie de famille aussi à côté, que, voilà, tu as besoin donc le sport, que ce soit, voilà, autant dans ton activité que pour d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, c'est important d'essayer de garder, des moments pour soi, même si, c'est un tout petit créneau, mais comme tu disais, bah, juste aller faire une marche, profiter, sortir, parler, faire une sortie, parler à des gens, enfin, penser à autre chose et décharger un petit peu tout ce qu'on a emmagasiné, c'est au niveau de la charge mentale, voilà, C'est costaud, hein, c'est ouais, c'est c'est costaud et toujours bon de pouvoir, essayer de quand même de garder des petits moments à soi pour pouvoir, penser à autre chose et voir des gens et pour pouvoir même toi de ton côté revenir, entre guillemets «sur une bonne base» de zéro, ben, justement à ton prochain pour rendez-vous, ben, mieux voilà pour mieux pour mieux transmettre, voilà tout pour à mieux fait. transmettre et puis, de pas arriver sur un trop plein et d'avoir déjà absorbé, on va dire, des choses avec une patiente ou des patients la veille et pas forcément d'avoir encore de quoi «emmagasiner en toi» entre guillemets et de revenir le lendemain, mais que tu pas entre guillemets à 100 vide, tu vois? Pour Non, mais bien sûr, réemmagasiner niveau des et énergies, mmh, bien sûr, tu te vides aussi. C'est pour ça qu'il y a des moments dédiés, en tant que maman, en tant que personne, moi et en tant que femme aussi dans ton couple, ton évasion, il faut aussi se préserver, à toute, étiquette, hein. c'est ça et alors je pense qu'on a déjà évoqué un petit peu le sujet, mais qu'est-ce que ton métier, ton activité, t'apporte toi au quotidien, autant sur le plan professionnel que le plan personnel? Donc tu en as déjà parlé un petit Un petit peu, je peu, pense, ouais? mais tu veux que j'approfondisse? Alors pour Ouais, si approfondir, jamais. pour moi, c'est comme si que c'était, une mission de vie, en fait, d'apporter. Alors, il faut que j'en vive. Parce qu'il nous faut de l'argent pour vivre, donc mon métier, il faut que j'en vive. Mais vraiment le but, c'est comme si que dans cette vie, dans cette mission de vie, j'avais, pour mission d'aider les gens, en fait. C'est vraiment cette importance d'aider, de soulager les gens. Bah, c'est une très belle mission, c'est une très belle mission. Moi, c'est de partager, tu vois? C'est le Beh, c'est partage bien avec aussi, les c'est gens. important le C'est le partage. partage avec les gens et sans prise de tête et voilà donc mais ouais, c'est une superbe mission et on parlait tout à l'heure un petit peu des difficultés, du coup, au lancement de ton activité. On en a parlé légèrement aussi, on a survolé un petit peu. Qu'est-ce que, tu as rencontré, principalement, comme, type de difficulté quand tu t'es lancé? Est-ce que c'était la peur d'entreprendre? Est-ce que c'était plutôt de la prospection, te faire connaître, des choses comme ça? La peur d'entreprendre, oui, même si au fond de moi, pareil, j'étais convaincue que ces services étaient essentiels. Mais la peur d'entreprendre, c'est vraiment
oser lancer son projet, croire en son projet, croire en soi et le démarrage. Tu as l'impression qu'au début, c'est fouillis, en fait. Tu as tellement de choses à faire, tellement de choses et puis après on te conseille de faire ci, de faire ça et puis quand on te conseille de faire ci, de faire ça, bah, il y a les petits euros aussi qui défilent et qui s'évaporent aussi donc voilà, c'est un investissement et tu te dis: «Bon, est-ce que tu fais bien, en fait? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va aller?» Et puis bon, bah, même si tu crois en ton projet, faut que ça fonctionne donc oui, la difficulté, comme je disais, bon, il y a eu le covid. Après sur la prospection, hem, pas toujours évident de prospecter, dans ce milieu. C'est un comme je disais, il y a une ouverture d'esprit, sur l'accompagnement des malades, sur les aidants également, les aidants qui subissent aussi beaucoup, durant ces épreuves. Mais c'est ce côté, c'est comment t'en parles, comment tu touches en fait, comment tu fais comprendre ce que tu pratiques parce que, ben, qu'est-ce que c'est que ça en fait? On ne sait pas. Et je voulais vraiment que ce soit perçu du bon côté et pas juste du côté où elle vient rendre un service, elle vient faire une prestation. Je voulais que vraiment, ce soit perçu du service, profond que je voulais apporter. Donc ça a été, l'une des difficultés premières. Après, le réseau qui est important et c'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que je me suis fait connaître en fait, le réseau, par, ben, les patients, les résidents et après, bah, une satisfaction et c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Ça s'est développé. Donc ouais, du coup, le réseautage et puis, après tout ce qui était un peu du bouche à oreille, en fin de compte. Bouche à Bouche à oreille et puis, oreille ben, beaucoup. après c'est à toi de, ben, de te bouger et te présenter à diverses structures, divers endroits. C'est ça, ouais. Dans la prospection, de toute façon, au début, c'est ce qu'on dit toujours au démarrage, voilà, n'importe qui, comme tu viens de le dire, où, bah, quand on se lance, on est un peu perdu, on a envie de foncer, on ne sait pas par quel bout commencer, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, et cetera et du coup, c'est toujours un peu compliqué et on doute beaucoup, on a beaucoup de doutes aussi au début. Après, ben, heureusement qu'on rencontre de belles personnes Tout à fait, aussi les rencontres, ouais. qui c'est ça, qui ont déjà un petit peu de bouteille et qu'ils arrivent un petit peu, juste à en parler, à s'ouvrir un peu aux gens, ne pas avoir honte de demander de l'aide, en fait et ça, ben, ça nous donne des clés, en fait, pour avancer et ça, c'est génial de pouvoir, ben, tout simplement réseauter, de côtoyer des personnes, qui, voilà, qui ont déjà par exemple, quelques années d'activité et ben, qui peuvent nous aider, Et à nous avancer, rassurer, et comme nous tu disais. rassurer aussi, ouais, tout à fait, tout à fait. Et bah, plus drôle cette fois, est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué à nous partager? Alors plus drôle, alors, bah, justement, ça va, faire la part des choses entre l'esthéticienne et la socio-esthéticienne. Quand tu interviens dans des structures où tu vas avoir des personnes qui vont avoir une canule, donc c'est-à-dire, c'est, quelque chose qu'ils ont au niveau de la gorge pour respirer. Bon, ben, tu mets le peignoir, hein, pour dire de préparer, ta patiente parce qu'elle veut justement un petit soin et puis, ben, en fait, là, tu es socio-esthéticienne, hein, Juliette, tu n'es pas juste esthéticienne donc normalement, tu es censée te rappeler, de tout et puis, bon, bah, tu fais les choses en enchaînement et puis j'ai posé le peignoir juste au-dessus de la canule et ben, en fait, elle devenait un petit peu très rouge et elle me faisait comme ça. Bah, j'étais en train de l'étouffer, en fait, parce que le peignoir, il a été aspiré. Respire, Arnaud, tu rigoles trop. Et en fait, du coup, la canule, elle était bouchée par mon peignoir et donc bon, ça a duré quelques secondes, hein, elle va très bien cette dame. Mais Ça va, sur tu le nous coup, rassures. je me suis fait: «Oh! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Justement, tu dois justement, en tant que socio-esthéticienne, tu dois vraiment faire le tour de toutes les choses à prendre en considération et faire attention, en fait, de tout. Tout comme tes mots. «Bonjour, le monsieur te dit quelque chose, cela», puis toi tu réponds, «OK, ça marche». Bah non, il est amputé, en fait, donc faut faire attention même à tes mots, en fait. Il y a des choses, mais avec maladresse, où ça roule ou des choses comme ça, f j tout au début, il me manque un matériel, bêtement tu dis, «Bah écoutez, je vais chercher, je sais pas, n'importe, hein, je vais chercher mon huile, bougez pas, j'arrive». Bah, il peut pas bouger. Ouais, Tais-toi, dis pas c'est oui, ça. Voilà, mais c'est c'est tous ça. des trucs comme ça où tu dis, «Mais qu'est-ce que tu es en train de dire là?» Ouais, c'est ça. Heureusement maintenant je pense que ça m'arrive plus. Tous tes débuts, ça t'arrive, quand Ouais, même de temps en temps. après on reste humain et puis c'est enfin, après je pense que c'est cette proximité aussi avec les gens où genre, ben, tu te,
les gens se sentent bien avec toi et toi, tu te sens bien avec eux. Et je pense que c'est ce petit truc-là aussi qui fait que, bah, tu te mets à parler comme une personne normale, en Oui, fait. mais tout à fait. Et justement, c'est peut-être aussi ce côté-là que les gens aiment bien. Ce Tu petit vois? truc Même en de ce plus. là voilà, il y a des choses, regarde déjà le film, c'était comment, avec Mon petit truc en plus? non, Non? ouais, t'avais mon truc un truc en plus et avec, Omar Sy, et Ah, l'handicapé. Intouchable. Intouchable et Mais ben, bien tu vois? sûr! Mais ils ont tourné justement, en dérision et justement à l'humour parce que, ben, c'est vrai que, bah, moi, personnellement, ma maman a travaillé, avec des enfants handicapés pendant plus de 25 ans, donc moi, j'ai connu ça petit. Donc en fait, moi, je vais croiser un handicapé dans la rue, je vais pas le juger. En fait, je vais juste, tourner l'œil, je vais voir: «Ah bah, il est en fauteuil». Ça va être plus la question, plus me questionner sur son handicap, par exemple, Bien sur ce sûr. qu'il a, mais pas forcément sur, dénigrer ou quoi que ce soit ou juger la personne. Mais il y a plein de choses où justement, bah, maintenant, je pense qu'aussi, ils ont besoin, que, ben, ils soient considérés comme tout le monde. Comme On une n'a pas personne voilà, et pas ils comme un handicapé. c'est ça, mais Tout à fait. totalement. Donc je pense que même, tu vois, cette petite anecdote où toi, ça te genre, tu te dis: «Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait et tout à Mais ce moment-là?» oui. Mais en fait, il y a quelque chose où on tourne un petit peu à l'humour et en fait, en faisant ça, bah, tu fais peut-être du bien aussi, en fait, aux gens. Oui! Alors que pour toi, tu dis, «Oh, qu'est-ce que j'ai fait là?» et tout. Non, mais c'est ça. Mais je pense que c'est peut-être, tu vois, des moments qu'ils adorent et aussi un truc que tu apportes en plus aussi, que justement, ben, tu pas que dans l'empathie non plus, tu vois, avec les Non, gens. faut dans l'écoute, faut les prendre en tant qu'humains, faut pas les prendre en tant que personnes handicapées, en fait. Ouais, Et c'est faut ça. pas parler avec eux que de la maladie, que de l'handicap. C'est lourd, Bah, c'est justement, ça. elles ont besoin d'évacuer et bah, en fait, OK, là, vous êtes handicapés, mais vous êtes qui? C'est ça, en fait, qu'il faut élaborer avec eux. C'est pas juste cette personne handicapée, c'est cette personne, cet humain, il faut les prendre comme ça. Mmh. Il faut pas, regarder comme tu disais, en tant qu'enfant, tu regardais, un enfant handicapé. Moi, c'est ce que pareil, j'ai instruit à mes enfants, c'est, bah, quand tu es enfant, tu regardes la différence. On le voit beaucoup, hein, le harcèlement, la moquerie. Dès que tu es différent, tu es regardé en tant qu'enfant et moi, c'est ce que j'instruis à mes enfants. C'est, je les invitais, en fait, à regarder. J'ai croisé une patiente lourdement handicapée. Ma fille, elle avait que 2 ans et «Tu vu maman, elle a une grande poussette, hein». Et du coup, j'ai dit: «Ben, oui, tu peux dire ça, c'est comme une poussette». Puis pareil devant la personne pour pas la gêner, je lui dis: «Ben, t'as vu, ma fille, elle dit que c'est une poussette, faut le prendre avec l'humour, puis avec le sourire, c'est tout dépend l'approche qu'on a. C'est, voilà, cette personne, elle s'appelle comme ça et elle est très gentille. Tu peux lui faire un sourire, tu peux lui dire bonjour et après voilà, on passe notre chemin». C'est pas regarder, de haut en bas et dévisager parce qu'il faut penser à cette personne qui se sent vraiment, bah Dévisager, juger et dévisager, tout, ouais. juger, Mmh. voilà, comme tu dis, C'est ça, juger. ouais. C'est ce mot que C'est je ça. et c'est regarder, normalement, faut pas, dévisager et c'est pas toujours évident, ça fait partie aussi des valeurs et de l'éducation, mais c'est pas toujours facile à élaborer. C'est ça. Mais oui, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus et bah, justement, je pense qu'il y a une part aussi d'éducation. Après, bon, le regard, en fait, où on va voir, ça, c'est un peu moins contrôlable ou gérable, mais c'est plutôt, la vision qu'on va avoir, de la Oui, personne. y apporter un regard doux. C'est comme tu dis, si c'est un regard avec jugement ou si c'est juste un regard parce que oui, ça attire notre attention et dans ce cas-là, on fait un sourire, comme je dis, pour la personne, c'est moins gênant. C'est ça. Mais si ça part par contre, avec de la bienveillance, en fait, Ça se ressent. la personne comme tu dis, ben, juste tu la croises, les regards se croisent, ont croisé la personne, qu'elle va chercher son pain à la boulangerie ou autre et que tu es à côté, la personne tu la vois, ben, tu la regardes, tu dis un simple bonjour, ben, voilà et puis c'est tout. C'est comme si tu croisais une personne, voilà, normale, voilà, tous les jours, quoi. Mais c'est pas Mais Théo, hein, bah, qui fait non, ça. non, mais c'est ça. Mais ouais, c'est super important. Alors là, on va partir, alors j'ai pas une baguette magique, Où est-ce que mais tu j'ai m'emmènes? j'ai j'ai mis la main sur, la vraie DeLorean. Tu sais, celle de Retour vers le futur? Ah, trop bien, Ouais, j'adore. donc du coup, bah, tu seras en passagère et en fait, je vais te ramener dans le passé, au moment où, tu as eu le déclic de te lancer, tu voulais lancer ton activité, voilà et tu rencontres ton toi à ce moment-là. OK. En premier temps, je lui dirais merci parce que je me suis écoutée et je suis alignée avec mon métier, avec ma personnalité, ma passion et merci et doute pas de toi parce que les doutes, ça nous ralentit, ça nous embête pour pas dire autre chose, ça nous pollue et fonce en fait. Fonce et écoute ton intuition parce que on peut avoir des accompagnements professionnels qui vont être très, très bien,
mais en fait, certains conseils qui vont pas être, pour nous et donc c'est là que les doutes, interviennent et nous embêtent, nous enquiquinent, nous font perdre du temps. Donc là, le fait d'avoir, 7 ans d'expérience dans notre entreprise, où j'avais mis un petit peu l'entreprise en pause, pas longtemps, pour tester justement cette phase de resalariat et bah, en fait, là, maintenant, je sais où je vais, j'ai toujours su où j'allais, mais l'essentiel est de moins douter de toi, même si tu as toujours des moments de questionnement, hein, c'est seul, hein, faut pas te planter et cetera. Mais quand tu sais ce que tu veux apporter, ce que tu veux transmettre, ben, que tu te sens aligné, tu te dis: «Tu as déjà tout gagné, en fait». Il y a pas de perte de temps et c'est OK. Donc s'il y avait, quelque chose à refaire, ouais, c'est doute pas de toi et va à l'essentiel. Chouette, bah, j'ai adoré déjà d'abord, je lui dirais merci. Ouais, c'est Ça, c'est vrai, trop ouais, beau. merci parce C'est que trop beau. ouais, je suis contente. Bah, après, on n'a pas forcément, justement, j'ai dans un épisode précédent, ben, qui va sortir dans quelque temps, on a échangé justement sur cette question-là. En fait, il m'a répondu, alors il a pas dit forcément merci, mais lui, p dans il a parlé un petit peu plus que, ben, il en était content et qu'il referait rien d'une autre façon parce que ça lui a apporté son expérience et il serait pas là où il est actuellement. Donc c'était formateur en fait, toutes ces expériences, quand il a démarré et jusque-là maintenant et ben, c'est un peu ça aussi donc déjà le premier mot, bah, je lui dirais merci. Ah, Bah, oui, merci, ouais. j'aime bien. Comme si j'étais une autre personne. C'est Après oui, il y a eu d'autres, expériences privées aussi qui ont conforté et donné cette force de ne pas douter. Je peux t'en parler parce que, j'ai lancé l'entreprise en 2019 et j'ai perdu mon papa, 4 mois après l'entreprise et je suis un peu émue le fait d'en parler, mais ça fait partie de mon histoire professionnelle et qui a, plus que doublé, mon ambition et ce besoin essentiel d'accompagner les personnes. Donc en fait, mon papa est tombé malade très rapidement, fatigue, hein et le diagnostic est tombé très, très vite, cancer du pancréas et papa est parti en un mois de temps. Ça a été une épreuve, l'épreuve la plus douloureuse de ma vie. Et mon papa était, grand, costaud, rugbyman. Il était très fier de moi, le fait de lancer mon entreprise. Mais, bon voilà, rugbyman, commercial, un vrai mec quoi. Il s'intéressait pas spécialement, c'est quoi tes papouilles, c'est quoi tes massages? Pour lui, il y avait pas il cherchait pas. Et en fait, durant, ces moments, très, très douloureux pour lui, il m'a dit, «Tu masserais pas un petit peu ton père?» et ce moment, il a été vraiment, pardon, hyper, intense parce que je me suis dit: «Même, un homme costaud qui n'attend jamais rien dans la douceur, dans le massage et ben, il en a eu besoin» et ça, en fait, je le faisais très souvent pour dire de alors il y a eu ce lien aussi hyper fille, hein, mais voilà, dans ce moment, de soins palliatifs également et ben, c'était des moments de massage de main. Est-ce que vraiment ça apaisait ses douleurs? Sincèrement, je crois pas du tout parce qu'il souffrait énormément, mais c'était la parenthèse où en fait, eh ben, il y avait un moment, d'échange, de douceur et de soutien. Et je me dis, ben, dans ces moments donc c'est pour ça qu'il y a aussi du soin, d'accompagnement palliatif que je trouve essentiel. Alors oui, en tant que thérapeute, c'est très, très difficile, mais tu apportes et je me dis que personne n'a le droit de partir, sans accompagnement, sans soutien, sans douceur et malheureusement, ça arrive aussi et donc voilà. Donc ça a été une épreuve où ça a été très compliqué après. Pour te dire, il y a même un moment, peu de temps après le décès de mon papa où j'étais tellement, pulvérisée, démunie, que quand je massais, je ressentais plus et j'étais en formation avec la gamme avec lequel je travaille, dont je te parlerai après et je disais à la formatrice: «Mais Annie, ça va pas, je ressens plus en fait». Parce que quand je masse, j'ai vraiment ce besoin de transmettre, de ressentir et je vais vraiment à mon intuition et je dis: «C'est horrible, je suis vide» et c'est pour ça aussi, tu vois, dans les épreuves de vie, on en traverse tous et il faut aussi cette petite main et cette formatrice, elle a pas fait grand-chose, hein, mais elle m'a écoutée à 100 et elle m'a répondu à 100 et elle m'a juste touché la main en disant: «Mais ma cocotte, c'est normal, tu es en période de deuil» et ce mot que je déteste, je me dis: «Le deuil, ça n'existe pas, on fait jamais son deuil, en fait, il devrait même pas exister ce mot» et en fait, ben, c'est juste,
ben, il faut du temps d'accepter et il va falloir vivre avec. Et je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas laisser tomber mon métier, j'espère que ça va revenir». J'ai pris soin de moi. Il m'a fallu du temps. J'ai dû continuer et c'est revenu, mais ben, fois 1000 en fait. Parce que, ben, mon papa, et ça m'a transmis aussi ce retour de, ben, il en avait besoin aussi et toute personne en fait, homme, femme, agriculteur, médecin, peu importe la profession que tu as fait, tout le monde a besoin de ce moment de douceur, d'accompagnement, de soutien, de toucher en disant: «Vous êtes pas seul et il y aura ci, il y aura ça» en fait. Après tu t'adaptes en cernant leurs besoins, mais cet accompagnement, il est hyper riche. Donc ça a fait partie, de mon essentiel, parcours professionnel et privé également. D'accord, ben, désolé, je voulais pas refaire remonter, voilà, autant Non, mais d'émotions, c'est mais c'est important. c'est chouette, au niveau de ton parcours et comme tu disais, ben, c'est au final, ben, c'est ce qui est devenu peut-être l'une de tes plus grandes forces aussi, Ouais, également. justement et ça, justement, cette transmission-là avec ton papa, ben, justement, que tu arrives à le retransmettre aussi à tes patients et tes patientes, ben, je trouve ça génial, c'est beau. Bah, de rien, c'est non, c'est sincère, c'est normal. Mais ouais, je trouve ça vraiment, vraiment beau cette transmission et bah, continue de le faire, en tout cas. Merci beaucoup. Et maintenant, si tu croisais, quelqu'un dans la rue, qui te dit, «Ah ben, tu fais quoi?» «Ben, moi, je vais lancer mon activité, enfin là, bientôt, voilà». Est-ce que, tu aurais un petit conseil à lui donner? Bonne question, hein? Ouais, bonne question Arnaud, bonne question. Et ben, ne le fais pas seul. Entoure-toi d'autres professionnels, même dans d'autres professions, parce que les échanges, ils sont très importants, ils donnent des idées, ils transmettent. La preuve encore aujourd'hui avec notre rencontre Arnaud. Et continue aussi de te former sur ton métier parce qu'on en a appris tout le temps. On apprend tout le temps, pardon, et ça donne toujours du dynamisme, ça donne toujours du mouvement à ton entreprise. Chouette et ben, de bons conseils. Surtout, Ouais, ouais, tu es c'est ça, c'est d'accord? bien ouais, tout à fait. Bah, surtout sur le fait de bien s'entourer et de pas avoir honte, en fait, de demander de l'aide et surtout des gens qui ont des personnes qui ont pu emmagasiner de l'expérience, même s'ils sont pas de propre profession, ton activité, qui font pas la même chose que toi, bah, en fait, c'est ultra formateur parce qu'en fait, ils ont acquis de l'expérience et ça reste, en fait, de l'entrepreneuriat, au final. Tout à fait. Donc tous ces conseils, c'est un petit peu, général. Donc ça, en fait, et ben, même si toi, tu as besoin de piocher dans ce qu'on va te donner un petit peu comme direction à prendre, des choses à mettre en place et cetera, ben, prends ce que tu as besoin. Mais par contre, si tu étais tout seul, que tu aurais pas parlé, à ces personnes-là, ben, tu resterais encore planté là à douter et à savoir si tu devais te lancer ou pas et comment tu allais le faire pour tes débuts. Donc ouais, de très bons conseils. On arrive doucement à la fin de cet épisode. Donc avant de conclure, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce qui aimeraient éventuellement aussi te retrouver ou te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y aura, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Donc le nom de l'entreprise est Les Ailes d'Isis. Donc sur les réseaux, le site web sera, je pense, au cours de l'année, établi, pas pour le moment. J'interviens donc à domicile et au cabinet, dans cette maison pluridisciplinaire qui se situe à Cuques, le Cocon des Cigognes, où on est plusieurs thérapeutes, en accompagnement, bien-être. Et donc il y aura aussi, hein, de la prospection qui sera établie dans les maisons de santé, dans les hôpitaux, dans les services. Voilà, voilà. OK, super. Bah, écoute, merci à toi Julie d'avoir pris le temps de partager ton parcours et ton expérience avec nous. C'était super chouette et super intéressant au niveau de ton parcours et merci de t'avoir confié aussi un petit peu, à nous. J'ai passé en tout cas un super moment avec toi. J'espère que ça t'a plu. Bah, super moment partagé aussi. Effectivement, on était à l'aise, on a bien échangé et c'était vraiment, un échange, riche et je pense aussi essentiel pour faire découvrir le métier de la socio-esthétique et de la socio-coiffure et voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements et de partage, je suis toujours là. Et bah, Merci. super, je te remercie. Ça va, tu moins anxieuse qu'au début? Oui, j'étais anxieuse, j'avoue. Non, mais tu sais que c'est drôle parce que tu dis toujours aux personnes que tu accompagnes ou j'aide à baisser l'anxiété, tout ça. Mais je suis la première à être anxieuse. Ouais et là du coup ça va mieux? Ouais, ça va mieux, merci. Tu souriais, tu rigolais un petit peu plus, hein, du coup, au fur et Sans à moi mesure. fermé. Je l'ai remarqué, ouais. Je te remercie. Bon, bah, écoute, bah, je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi également. Merci, Bonne salut, journée à tous. bye.
Alors, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous avez des connaissances qui souhaiteraient passer dans l'émission, eh bien, ça sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange avec un entrepreneur ou une entrepreneuse de notre région. À bientôt!